Cette fois, je l'ai fait. Hein. Oui, c'est bien. Je vous salue tous et toutes. Merci d'être là présent. Merci de regarder cette vidéo, de vous être abonné, pardon. Si ce n'est pas déjà fait, ben écoutez, rien ne vous empêche de vous abonner, de partager cette vidéo, de liker, mettre un pouce et d'activer la clochette. Si, ma foi, vous souhaitez ou pas que votre chaîne s'agrandisse. En tout cas, elle stagne un petit peu. Alors, au passage, je voulais vous annoncer une mauvaise nouvelle qui est un bruit, c'est pas forcément une vérité encore. Le pays des fromages ne cesse de descendre encore plus bas, vous voyez, après quelques grands magasins qui ont fermé. Eh bien, la Fnac à Paris ferme son plus grand magasin de Fnac. De la Fnac, voilà, chers amis. Alors, c'est pas une info, bon, mais c'en est une parmi d'autres qui montre la dégringolade après Alstom qui a été vendu aux États-Unis, et puis d'autres entreprises que j'oublie, Saint-Gobain, et j'en passe. On ne finit pas de vendre tout notre patrimoine, nos entreprises, les grosses entreprises, qui sont quand même une ressource importante pour le PIB, pour le pouvoir d'achat par habitant, le PIB, puis pour la trésorerie de ce qui fut autrefois un royaume, après une nation, et maintenant une entreprise. Donc vous voyez, l'entreprise démantèle pas à pas toutes ses actions, ses actionnaires. L'entreprise les renvoie, les met au placard. Voilà, on va devenir un maigrichon petit pays des fromages, un tout petit pays où il n'y aura que de l'assistanat, que des aides de l'État, de la région, du conseil régional, conseil général, etc., etc., etc. Bon, c'est mon petit coup de gueule du matin. Que voulez-vous, je ne peux pas faire autrement, c'est ainsi. Alors nous allons quand même poursuivre notre parcours avec le chef d'État de fait et non légitimement élu, donc juridiquement n'étant pas le dirigeant du pays des fromages, mais il a été placé par une majorité, je ne sais pas d'où, je crois que c'est l'Assemblée nationale, il me semble, mais enfin une assemblée. Le gouvernement ainsi que son président, Albert Lebrun, était parti en Afrique du Nord, dans les pays protégés par la France, ou en tout cas où le pays des fromages est présent. Oh, j'ai dit la France, ben oui, c'est comme ça, je suis sur YouTube, tant pis. Bon, alors voilà le portrait avec son chapeau melon du maréchal Philippe Pétain. Donc voilà, on continue, chers amis, si vous voulez bien. Alors, homme du recours à l'armistice. Alors, c'est quand même étonnant, homme du recours. Non, mais il a été plébiscité quand même. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a été plébiscité par la majorité des deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, Chambre des députés à l'époque, et Sénat. Je rappelle, tout le monde s'est uni à une voix près. Il a été porté, il a été nommé, voilà, par la majorité. Bref, voilà, enfin. À la déclaration de guerre, donc en septembre 1939, le maréchal Philippe Pétain, quand même, le maréchal Pétain, depuis Madrid, refuse une proposition du président du Conseil, Édouard Daladier, voilà, Édouard Daladier, d'entrer au gouvernement. Et il se tient prudemment à l'écart des sollicitations officielles. Cette proposition avait été inspirée par le président de la Chambre des députés. Qui était-il d'ailleurs, on ne sait pas. Le radical socialiste, ah oui, Édouard Herriot, oui, voilà, encore lui. Bon, ben il les a écartés après, comme condition à son acceptation éventuelle du ministère des Affaires étrangères. Oui, parce qu'il espérait avoir un ministère, M. Herriot. Cependant, le maréchal Pétain ne fait nullement mystère de son hostilité personnelle à la guerre contre Hitler. Autant il est certain, faire la guerre comment? N'ayant plus d'armes. Enfin bon, monsieur, comment vous appelez là? Je ne sais plus votre nom là. Wikipédia, vous dites un peu tout et n'importe quoi. Je vous le dis franchement, c'est pas qu'il a refusé de faire la guerre, c'est que l'armée était battue, tous les chars légers voulus par les anciens dirigeants ont été terrassés, démolis, démontés, ils ont sauté, c'est tout. C'est pas difficile. L'Allemagne a pilonné depuis les airs et puis depuis le sol.
Que voulez-vous que fassent nos chars légers devant une telle armée, une armée lourde de chars de tanks allemands et une aviation qui déjà était partie en reconnaissance, ayant déjà préparé le terrain. L'Allemagne est rentrée pratiquement sans résistance. Elle est rentrée je crois que c'est dans la Marne, sans résistance. Il n'y avait pas de vraie résistance de l'armée du pays des fromages. C'est faux. On avait des armes légères, des tanks, des chars légers, des tanks légers, je crois, et semi-lourds. Enfin, l'Allemagne avait des chars très lourds et puis des chars lourds et puis très rapides. Parce que justement, le fait de ne pas les avoir désarmés, eh bien, que voulez-vous? Ils se sont rattrapés, ils ont construit des chars, des tanks, des canons, des lance-roquettes sans doute, hein, et puis des avions, hein, les messieurs Schmitt, hein, pendant que le pays des fromages s'amusait. Il jouait le pacifisme en disant ben oui, en faisant la paix avec tout le monde, on va attirer la sympathie des pays voisins, on n'aura plus de guerre. Eh ben tiens, mon œil. Mon œil. Enfin bon. Alors, on n'a aucune part, cependant, autant il est certain qu'il n'a aucune part dans les intrigues tramées en vue d'une paix de compromis, autant il est manifeste qu'il a depuis le début son rôle dans les calculs de Laval et de certains membres du complot de la paix, souligne l'historien Jean-Louis Crémieux-Briac. Eh bien, j'aimerais bien le rencontrer, lui. J'aimerais bien lui dire deux mots. Ah, c'est toi, moi on ne montre pas le visage en plus, comme par hasard. Non, Pierre Laval a été imposé par les Allemands. Voilà. Mais ça, personne ne le dira, chers amis, personne ne va vous le dire. Aucun historien officiel. Chef de file des parlementaires défaitistes, Pierre Laval. Voilà, bah, Pierre Laval était un socialiste. Voilà, Pierre Laval. Voilà. Député du 15 octobre 1945 à la prison de Fresnes, Seine, est un homme d'État du pays des habitants du fromage, figure centrale de la collaboration durant l'occupation du pays des fromages par l'Allemagne nazie. Pierre Laval, encore une fois, je le répète, était une figure du Parti socialiste radical. Et ce qui ne plaisait pas au maréchal Philippe Pétain. Parce que le maréchal Philippe Pétain n'était pas socialiste, il n'était pas de gauche. C'est tout. Il lui a été imposé. Alors, chef de file des parlementaires défaitistes, Pierre Laval songe ainsi précédemment à un gouvernement Pétain dont il serait le chef réel et expose fin octobre 1939 à l'un de ses interlocuteurs: je n'ai pas, comme on dit, parti lié avec Pétain. Ah ben voilà. Mais je sais son prestige. Qu'est-ce qu'on lui demandera? D'être un dessus de cheminée, une statue sur un socle, son nom, son prestige, pas davantage. C'est pas très sympa ça. Le 3 novembre 1969, un rapport de l'ambassadeur d'Italie note que le maréchal Pétain fait figure de représentant de la politique de paix dans le pays des fromages. Pétain croit que même en cas de victoire, le pays des fromages n'en recueillerait pas les fruits. Si la question de la paix devenait aiguë au pays des fromages, Pétain y jouerait un rôle. Bon, je peux y raconter un peu n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi, Wikipédia, là, j'ai l'impression. Arrivé au pouvoir le 21 mars 1940, la situation militaire, voilà, se dégradant, vous voyez, voilà, je vous le dis. Le président du Conseil, Paul Reynaud, voilà, nous y voilà, socialiste, songe également à utiliser le prestige du maréchal Pétain. Mais voilà, bien sûr, auprès des habitants du pays du fromage, et lui propose en vain, début mai, d'entrer au gouvernement. Ah bah tiens, il ne manquerait plus que ça. Jugeant la situation favorable pour lui, Pétain accepte de revenir à Paris et d'intégrer le gouvernement, note l'historien Gérard Boulanger. Ouais, bon, il n'y a pas le... Au moment de retourner aux responsabilités, le maréchal partage le mépris de la droite anti-parlementaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon. Paul Régis. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, un compas, c'est pas une vraie droite. Enfin bon, l'anti-parlement pour le régime qui l'a couvert d'honneur.
Le pays des fromages, selon son cœur, est le pays des fromages paysannes dont il est issu. Bah, c'est respectable, non? Monsieur Georges Pompidou a fait un petit peu la même chose, respectueuse des hiérarchies et de l'ordre établi tel qu'il souhaitera de faire vivre à Vichy. Ses vues politiques sont courtes, il ne supporte pas les bavardages politiciens. Il reproche aux instituteurs socialistes d'avoir favorisé l'antipatriotisme, et c'est la vérité, puisqu'ils ont saboté les usines de fabrication de canons, de chars ici au pays des fromages, pendant que l'Allemagne, alors la France elle s'amusait, hein, les années 20, les années folles, ça vous dit rien? Ben, allez fouiller un petit peu dans les... Tapez sur internet les années 20, années folles, vous verrez. Alors, l'antipatriotisme, oui, mais c'est surtout les socialistes et surtout le Parti communiste, qui s'était pour le coup, en 1939, il semble bien, allié avec l'Allemagne. Enfin, ça, c'est plutôt le Parti communiste soviétique. Mais comme le parti communiste soviétique chapeautait tous les partis communistes, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, dans le pays des fromages, et un peu partout où c'est qu'il y avait des partis socialistes proches du Parti communiste ou du Parti communiste, ils obéissaient tous, les communistes, d'où qu'ils se trouvaient, ils obéissaient tous à l'Union soviétique, à comment il s'appelle, à Staline, n'est-ce pas? Bon, comme au Front populaire, voilà. Le Front populaire était fait des communistes, des socialistes radicaux et autres. La SFIO viendra un peu plus tard. D'avoir favorisé le désordre, voilà, vous voyez, je n'invente rien. Et encore, ils sont très modérés dans les propos, là, Wikipédia. Mais ils le disent quand même. Il faut leur rendre justice. Ils le disent quand même. Il y a eu de l'antipatriotisme. Attention, on ne parle pas ici d'antinationalisme, d'antipatriotisme. Ça veut dire qu'au lieu de préparer éventuellement son armée, au cas où, pour le pays du fromage, je parle, eh bien, on n'a rien fait. Bien, et même au contraire, pendant que les gens, les habitants du pays du fromage à Paris ou partout ailleurs s'amusaient, allaient bon train, danser, jouer les faux folles, on va dire, hein, eh bien, pendant ce temps-là, les Allemands, bah, eux, ils travaillaient. Hein. Ils travaillaient, je vous l'ai dit. Hein. Ils ne faisaient pas 8 heures ni 9 heures par jour. Hein. Son bon sens proverbial va de pair avec une grande ignorance et des vues en simpliste, on est d'accord, bon, en matière de politique étrangère. Il ne voit rien de plus en Hitler qu'un Guillaume de plébéien. Ouais, bon, ça, je sais pas d'où il sort de ça, mais... Il ne doute pas qu'on puisse s'accommoder avec lui, moyennant quelques sacrifices. Analyse de Jean-Louis Crémieux-Boyac, oui, d'accord, oui, bon, ouais. De surcroît, l'action de Pétain, du maréchal Pétain, est marquée par une anglophobie et un défaitisme déjà sensible en 14-18. N'importe quoi, un défaitisme. Alors, alors qu'il se battait lui-même au front, non mais c'est n'importe quoi. N'importe. Vous voyez, on a lu tout à l'heure le passage du général Pétain pendant la guerre 14-18. Et là, on nous dit le contraire, qu'il était défaitiste. Alors, ça voulait dire quoi? Que l'ennemi qu'il a fait reculer, c'était une mascarade alors? Vice-président du Conseil pendant l'invasion de 1940, le 17 mai 1940, une semaine après l'offensive allemande, le maréchal Pétain, alors âgé de 84 ans, est nommé vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Ah, voilà le gouvernement Paul Reynaud. Vous voulez que je le mette entier? Oui, allez, pourquoi pas. Voilà, regardez, Paul Reynaud. Voilà, vous voyez. Le maréchal Pétain, il est où là? Je le vois pas. Ah, le colonel ou le capitaine de Gaulle. Hein. Je vois pas où est le maréchal Pétain là. Enfin bon. Bon, enfin bref, tout ça c'est pas très clair. Voilà, bon, chers amis, on continue. Voilà le maréchal Pétain, vice-président du Conseil dans son bureau en mai 1940. Voilà, à l'âge de 84 ans donc.
Ici, de gauche à droite, Maxime Végan, Paul Baudouin, Paul Reynaud et le maréchal Philippe Pétain, mai 45. Bon, je ne vais pas vous montrer la photo, c'est pas la peine. Alors, président du conseil, armistice. Le 16 juin 1940, ne se croyant en minorité au sein du Conseil des ministres, à tort semble-t-il, Paul Reynaud présente la démission du gouvernement et suggère, suivi en cela par les présidents du Sénat, vous voyez, c'est ce que je vous disais, et de la Chambre des députés, donc, de confier la présidence du Conseil au maréchal Pétain. Choix aussitôt approuvé par le président de la République, Albert Lebrun. Bon, d'accord. Voir le gouvernement Philippe Pétain. Le maréchal Philippe Pétain. Il semble avoir espéré qu'un échec de Pétain à obtenir l'amnistie lui permette de revenir très vite au pouvoir. Oh là là là. On verra ça plus tard peut-être. Alors, il semble avoir espéré qu'un échec, ouais, on l'a dit. Le 17 juin 1940, suivant le conseil énoncé le 12 juin par le général Maxime Végan, voilà le général Maxime Végan, chef d'état-major des armées, le maréchal Pétain fait demander aux Allemands, par l'intermédiaire du gouvernement espagnol, les conditions d'un armistice. Depuis le micro de la radio Lafayette, était un grand émetteur en Gironde, au pays des fromages bons. Du lycée Longchamp, voilà le lycée Longchamp de Bordeaux, il enregistre un discours radiodiffusé où il déclare alors qu'il n'a fait que demander les conditions d'un armistice et que les négociations n'ont pas commencé. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le discours a un effet désastreux sur le moral des troupes et précipite de fait l'effondrement des armées des habitants du pays du fromage, ce qui est faux parce que, oh là là, l'armée était déjà fracassée dès que les Allemands sont rentrés. Mais n'importe quoi, Wikipédia, vous dites n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas le discours du maréchal Philippe Pétain qui a effondré, qui a effondré le moral des habitants du pays du fromage. Je veux bien de la population, mais pas de l'armée. L'armée était défaite déjà. Elle était défaite. Oh là 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 là. Du 17 juin à l'entrée en vigueur de l'armistice, le 25, les Allemands font ainsi plus de prisonniers que depuis le début de l'offensive le 10 mai. Oui, bah oui, bon. Dans le même discours, le maréchal Pétain anticipe la création de son propre régime en déclarant qu'il fait don de sa personne au pays des fromages. Le 20 juin 1940, dans un nouveau discours, rédigé tout comme le premier par l'intellectuel de religion juive, vous voyez, Emmanuel Berle, voilà, né le 2 août, voilà, au Vésiné, est mort le 22 septembre 1976 à Paris, 14e, est un homme politique, journaliste, historien et essayiste des habitants du fromage. Et ben, c'était un homme très instruit. Oui, essayiste, écrivain, chapeau. Il annonce les tractations en vue de l'armistice. Il en détaille les motifs ainsi que... Vous voyez, c'est même une personne d'origine israélite, donc juive, qui fait le discours du maréchal Philippe Pétain. Et on dit que le maréchal Philippe Pétain était antisémite. C'est un peu étrange, non? Il annonce les transactions, vraiment. Il en détaille les motifs ainsi que les leçons que, selon lui, il faudra en tirer. Il y fustige l'esprit de jouissance. Depuis la victoire de 1918, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Et voilà. C'est bien ce que je vous dis. En 1918, le pays des fromages avait, avec les alliés américains, entre autres, et peut-être qu'il y avait d'autres pays alliés, ont vaincu l'Allemagne qui a signé comment dire,
l'armistice, quoi. Voilà, c'est l'armistice avec le pays des fromages, mais qui est retourné, l'armée allemande est retournée chez eux sans avoir été inquiétée de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de bombardement en Allemagne, alors oui, il y avait momentanément il n'y avait même pas, je crois, l'autorisation, la- comment dire, la défense de ce réarmement. Je ne sais pas s'il y a eu, enfin je crois que si, à un moment donné, il y a eu la défense, mais les Allemands ne se sont pas laissés compter, ils ont discrètement, et puis après ouvertement, on va dire, hein, fabriqué, comme je l'ai dit, des chars, des avions, enfin bon, bref. Depuis la victoire de 1918, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Oui, la France, le pays du fromage, ne se sacrifiait plus, elle s'amusait. Hop, 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 allons danser. Voilà, pendant que les Allemands travaillent, nous on s'amusait. On a revendiqué plus qu'on a servi. Voilà, voilà le pays du fromage est un pays de râleurs, de jouisseurs, de divertissement, mais c'est pas un pays de travail. C'est pas. Et je vais vous donner une anecdote d'un Anglais, je ne sais plus lequel, qui a dit, et c'est tout récent, hein, c'est un Anglais, un homme d'État, je crois, ou un homme de littérature britannique, hein, qui a dit, si vous voulez voir dans le pays des fromages euh, de pires ennemis, eh bien, allez dans le pays des fromages. Parce que les habitants du pays des fromages, c'est ceux qui n'aiment pas leur pays. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, les habitants du pays des fromages n'aiment pas leur pays, donc le pays des fromages. Et donc, par conséquent, comme ce matin, moi j'ai eu une petite dispute avec quelqu'un où j'ai cru comprendre que ah, moi je n'ai rien vu, rien entendu, alors que j'avais une dispute avec quelqu'un. J'aurais pu remarquer en recevoir une bonne, hein, ou peut-être en donner une bonne aussi, mais toujours est-il que j'ai dit à l'employé du magasin où je suis allé, je ne dirai pas le nom, est-ce que vous avez vu, et pourtant elle était là à écouter, à entendre. Ah non, je n'ai rien vu, j'ai rien entendu. Ça, c'est typiquement les habitants du pays du fromage. Vous voyez, c'est des gens qui n'aiment pas leur pays, qui ne sont pas prêts à aider le pays à se redresser. Eh bien, croyez-vous que moi je l'oublierai ça? Non, non, je ne l'oublierai jamais. Alors oui, c'est des femmes, d'accord, mais femme ou homme ou femme, c'est pareil. Ce que vous avez dit, madame ou mademoiselle, je ne sais pas, je retiens, je retiens. Je m'en souviendrai. Depuis la victoire de 1918, l'esprit de jouer. Bon, je l'ai dit. Alors, l'armistice est finalement signé le 22 juin. Attendez, je vais quand même noter ça, c'est très intéressant. Non, là c'est trop. Oh, pétard, c'est pas vrai. Je veux une chose et. Mais qu'est-ce qui se passe hein. Alors, l'armistice est finalement signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Compiègne. Après avoir été approuvé, alors dans le même wagon hein, où avait été signé en 1918 l'armistice avec les Allemands. C'est dans le même wagon à Compiègne. Hein. Après avoir dans la clairière de Compiègne, voilà, c'est là. Après avoir été approuvé par le Conseil des ministres et le président de la République, donc Albert Lebrun. Alors je vous signale comme ça, regardez bien. Regardez la clairière. On a carrément rasé. Je crois que le wagon, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Non, il n'y est plus. J'agrandis, hein, pardonnez-moi. Vous voyez, il y a la plaque, mais il n'y a plus le wagon. Parce que c'est une honte pour le pays des fromages. Oui, une honte, vous m'avez compris. C'est une honte. Parce que la France, le pays des fromages, pardon, avait gagné la guerre avec les Alliés, notamment de l'oncle Sam, mais en 1940, c'est le contraire. C'est l'Allemagne qui avait gagné. Donc, et Adolf Hitler voulait que l'armistice entre l'Allemagne et la France, le pays des fromages, pardon, se fasse dans le même wagon. Mais cette fois, c'est l'Allemagne qui a imposé ces conditions de l'armistice et non plus le pays des fromages. Voilà. Alors, l'armistice, je l'ai dit, le 25 juin 1940, le maréchal Pétain annonce les conditions sévères de l'armistice. Voilà, vous voyez, bien sûr, c'est en faveur de l'Allemagne et décrit les territoires qui seront sous contrôle allemand. La démobilisation fait partie de ces conditions. Il annonce, c'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts.
un ordre nouveau commence. Les causes de la défaite sont sont à rechercher selon lui dans l'esprit de relâchement. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. Ça, alors je vais faire un petit machin là. Attendez. Voilà. Parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure, vous savez. C'est tellement facile d'accuser la collaboration, de ne pas avoir, comment dire, voilà, on va peut-être remettre ici le, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, on fait la suite comme ça, vous voyez. Voilà, il y a la suite. Là, je vais peut-être de nouveau revenir ici. Excusez-moi, chers amis. Alors, voilà, bon, je vais pas noter ça parce que bon, mais regardez, regardez, lisez bien, chers amis, regardez bien, regardez bien. Vous le lisez comme moi, les causes de la défaite sont à rechercher selon lui dans l'esprit de relâchement. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. Alors, le 29 juin 1940, le gouvernement s'installe dans la région de Clermont-Ferrand, une très belle ville. Puis, en raison des capacités d'hébergement limitées, déménage à nouveau le 1er juillet pour Vichy. Voilà la ville de Vichy. C'est très joli, hein, en zone non occupée que par l'armée allemande. Pardon. Cette ville présentait les avantages d'un réseau téléphonique extrêmement performant et de la présence d'une multitude d'hôtels qui furent réquisitionnés pour abriter les différents ministères et les ambassades. Ah, il fallait tout refaire, bien sûr. Pierre Laval devant l'opéra du Grand Casino de Vichy le jour du vote de la Constitution du 10 juillet 1940. Bon, tout ça n'est pas très légal, bien sûr, hein. C'est un gouvernement de fait, je le rappelle, hein. Le chef de l'État des Pays du Fromage est le premier gouvernement du régime de Vichy en juillet 1940. De gauche à droite, Pierre Casio, François Darlan, Paul Baudouin, Raphaël Albert, Pierre Laval, Adrien Marquet, Yves Boutillier, le maréchal Philippe Pétain, Émile Miro, Maxime Végan, Jean Ibar Mégaré, pardon, Henri Lemery, François Pietri, Louis Cuison, Colson. Ah, décidément, j'ai du mal à lire. Je deviens de plus en plus aveugle, chers amis. Alors, la constitutionnalité de cette réforme fut contestée pour plusieurs motifs, dont le fait que la Constitution ne peut pas être modifiée sous la menace directe d'un ennemi. Ah bon, bon ça c'est pas tout à fait faux, mais surtout la confusion de tous les pouvoirs. Ah, bon, elle date pas depuis l'occupation, hein. Constituant, constituant législatif, exécutif et judiciaire, oui. J'oublie souvent judiciaire, oui. Aujourd'hui, nous y sommes, hein. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont étroitement confus, non déterminés, puisqu'il n'y a plus de conseil de la haute magistrature, hein, entre les mêmes mains établis, contraire au fondement même de la loi constitutionnelle de 1875. Voilà. La Troisième République fondée sur une séparation des pouvoirs. Ah bon? Parce que vous croyez que dans la Troisième République, il n'y a pas eu des confusions de pouvoir? Mais vous rigolez. Il en résulta un régime antidémocratique, sans constitution et sans contrôle parlementaire. Je vais noter cette constitution. Elle me plaît bien. Voyez-vous? Je ne sais pas si j'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Voilà. Hop là, j'ai failli enlever le... voilà. Alors, ce régime sera qualifié de dictature pluraliste. Ah bon, par Stanley Hoffmann. Oui, il ne montre pas son portrait, évidemment. D'accord, il était un professeur de sciences. Ouais, bon. Ouais.
qui démontre entre autres les aspects dictatoriaux dans une publication parue en 1958. Bon, oui, après la guerre, on peut dire ce qu'on veut des vaincus, évidemment. Bon, enfin bref. D'autres auteurs comme Aaron, même lui s'y est mis. Robert Paxton, voilà, Robert Paxton, le soi-disant vainqueur de la guerre 39-45, enfin bon. Et Marc Ferraud, alors lui, évoque au sujet du maréchal Pétain des dictateurs tels que Salazar. Oui, et son régime Franco, bien sûr, évidemment. Voir Mussolini. Oh, pour Aaron, la première période du pouvoir de Vichy, qui va de l'armistice au 13 décembre 1940, est celle où le maréchal Pétain, il dit Pétain carrément, peut encore avoir l'illusion d'être un chef d'État autoritaire qui ne doit rien à personne et dont le pouvoir au pays des fromages est presque l'équivalent de celui des dictateurs Salazar au Portugal, Franco en Espagne ou Mussolini en Italie. Selon Paxton, le maréchal Pétain, donc qui dit Pétain, lui-même se trouvait plus de points communs avec Franco et Salazar qu'avec Hitler. Tandis que pour Ferraud, c'est l'exemple de Salazar qui inspire le programme du maréchal. Ainsi, le régime qu'il institue évoque effectivement plutôt le salazarisme et les régimes de Kemal. Qu'est-ce qu'il a à faire Kemal là-dedans? Appelé Mustafa Kemal Atatürk, oui, d'accord, ou parfois simplement Mustafa Kemal, né en 1881 à Thessalonique et mort le 10 novembre 1938 à Istanbul, donc en Turquie, et un militaire et homme d'État turc. Il est le fondateur et le premier président de la République. C'est un homme qui ne voulait pas de la franc-maçonnerie, évidemment. Que voulez-vous? Il ne voulait pas du tout religieux de l'islam, dont il était lui-même musulman, je rappelle. Mais il voulait un pouvoir laïque, un petit peu comme si vous voulez Saddam Hussein, vous savez ce qu'il en a été Saddam Hussein, et aujourd'hui Bachar el-Assad, ou fils de Fez el-Assad, qui ont voulu en Syrie un pays plutôt où toutes les religions vivent ensemble, et tout en étant lui-même, Bachar el-Assad ainsi que le précédent que je viens de nommer, ils étaient musulmans. Mais ils voulaient un pouvoir laïque où toutes les religions pouvaient se vivre sur le même pays. Voilà. Franco avait ses préférences par rapport à celui de Mussolini du fait de la dualité Mussolini-Victor Emmanuel III. Ah bon? Et selon l'idée qu'il se fait de son pouvoir, le maréchal n'a pas de compte à rendre qu'à sa conscience, mais de loin, il préférait celui de Salazar. Bon, installation du régime, on va pas trop s'attarder parce que on n'en finirait pas. Le drapeau du pays des fromages, voilà. La francisque, emblème personnel du maréchal Philippe Pétain, utilisé comme symbole officieux du régime de Vichy, non officiel. Marque de commandement du maréchal Philippe Pétain, chef de l'État français et des habitants du fromage, orné de la francisque et de ses 7 étoiles de maréchal du pays des fromages. Bon, Pierre Laval, voilà Pierre Laval. Voilà, l'homme qu'Adolf Hitler a demandé au maréchal contre l'armistice, justement, de le mettre au pouvoir, comme chef de cabinet, bien sûr, donc Premier ministre. Et ça, on ne le dira pas, chut, faut pas le dire. Voilà, le châtiment, c'est quoi ça, des responsables? Messieurs Édouard Daladier, le général Gamelin, Léon Blum, Paul Reynaud, Georges Mandel. C'est quoi ça? Je vois pas trop ce que c'est. Le maréchal ordonne l'ouverture des débats pour que le procès des responsables soit jugé en pleine lumière. Il voulait faire condamner M. Guy Lechambre, et le contrôleur Jacomet reste interné à Bruxelles.
Voilà, à la détention dans une enceinte fortifiée. Voilà, tous ces hommes-là, vous voyez, Édouard Daladier, le général Gamelin, Léon Blum, Paul Reynaud, voilà, Georges Mandel. Bon, bon, tout ça, c'est des comptes, voilà, imagerie de la propagande. Oh, pétard. Sous la devise travail, famille, patrie, le portrait. C'est quand même le maréchal Pétain, je voulais vous dire, qui a inventé la fête du travail. Ah oui, récupéré par le Parti communiste, la CGT, mais c'est quand même le maréchal Pétain qui a établi le premier cette fête dans le pays des fromages. Non, mais je vous dis ça comme ça, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes, et je sais que parmi vous, chers auditeurs, il y a des gens très jeunes, et je leur dis, hein, par contre, les plus âgés, bon, vous le saviez, hein. Je pense que c'est pas un secret. Une mère de famille avec des enfants tenant le portrait du maréchal Pétain. Bah oui, mais que voulez-vous, hein? Que voulez-vous, il défend la famille. Ben voilà, hein. Vous voyez, vous, une famille des habitants du pays du fromage tenir le portrait d'Emmanuel Macron, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande? Non. Non. Trouvez-moi une famille, trouvez-moi. Même parmi les plus élevés dans notre société, qui ont soutenu, qui ont pourtant voté pour eux, hein, que ce soit Mitterrand ou actuellement Emmanuel Macron. Montrez-moi une famille qui détienne dans les mains ou même chez eux un portrait du président, quel qu'il soit, que ce soit Mitterrand, que ce soit même Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. Montrez-moi une famille qui tient un des portraits. Montrez-moi. Alors oui, bon voilà, c'est pas bien, une famille qui soutient un portrait d'un président comme François Mitterrand ou autre. Évidemment, c'est pas bien, ça rappelle les heures sombres, comme disent ces journaleux qui prétendent tout savoir et tout dicter à nos consciences, voilà. Le visage du chef de l'État apparaît aussi sur les timbres. Ah, évidemment. Bon oui, il y a pas le portrait d'Emmanuel Macron sur les timbres, oui, actuellement, bon. Mais il y a des Mariannes un peu curieuses. Bon, enfin bref. Et les pièces de monnaie. Tandis que les bustes de Marianne sont retirés des mairies, la Saint-Philippe, chaque 3 mai, est célébrée à l'instar d'une fête nationale. Un hymne à sa gloire, le célèbre maréchal nous voilà. Bon. Et le chant Maréchal nous voilà a été écrit et joué par Jean Guettari, je crois, un accordéoniste qui est mort il y a maintenant près de 20 ans, je crois, 25 ans. Bon, enfin bref. Voilà. Tan. Bon, enfin bref. Il est interprété dans de nombreuses cérémonies en lieu et place de la Marseillaise. Bon, ben ça, après, c'est un choix, hein. Alors, après son discours bon, on va passer rapidement le bon point à l'effigie du maréchal Pétain, distribué par la Légion française des combattants 1940-1944. Ici, c'est quoi? Le bataillon de chasseurs à pied, c'est ça? Engage-toi au 30e BCP. Bon, enfin bref. Affiche vichiste, le don à la patrie, juin 1940. Révolution nationale, affiche de 1940. La terre, elle, ne ment pas. Imagerie de propagande du régime de Vichy. Oui, c'est vrai que la terre aujourd'hui, on la pollue, on empêche les gens de mettre des graines, de cultiver des légumes, ou alors que dans un petit... J'avais un voisin, chers amis, autant vous dire, un voisin là où j'habite, hein, à Vitré. Il a sa maison, il a un petit carré un petit peu surélevé, une allée où il rentrait sur sa voiture, et sur cette allée élevée, à la limite d'une autre propriété, mais élevée par un mur, hein, il avait cultivé des choux, enfin quelques légumes, des salades, des choses comme ça. Eh bien, du jour au lendemain, je n'ai plus vu, durant l'été dernier, là en 2024 donc, hein, je n'ai plus vu ni de légumes ni de salades. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, il n'a pas vendu son pavillon. C'est qu'on a dû le taxer.
Ah oui, et oui, parce que maintenant, chers amis, si vous cultivez des légumes chez vous, à l'extérieur, dans votre cour, dans votre propriété, vous risquez, je ne dis pas que c'est forcément qui font forcément ça, mais je pense que vous risquez d'être taxé. Si vous avez une baraque où vous mettez vos outils, je sais pas moi, vos outils, vos arrosoirs, votre bêche, votre râteau, si vous avez une cabane, elle est taxée. Vous payez une taxe. Et oui, c'est interdit. C'est interdit si vous payez pas la taxe. Si vous la payez, on tolère que vous le faites. Je vous rappelle une chose, chers amis, c'est que le droit de propriété n'existe plus, puisque la France, le pays des fromages, est une entreprise, n'est plus une nation, un État ou un royaume pour l'instant. Donc, une entreprise, on peut faire ce qu'on veut, on peut démanteler les partenaires, comment ça s'appelle, les investisseurs, on peut les nommer, les dénommer, en choisir d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vendre quelque part à qui on veut. On peut démanteler l'entreprise pour la rendre juste une toute petite entreprise au service des investisseurs cotés en bourse. Voilà comment est notre pays des fromages. Nous ne vivons que sur de la dette, plus de 3 000 milliards de dettes, je rappelle, qui est cotée en bourse. En bourse. Eh oui, chers amis. Et voilà maintenant pourquoi on dit que la terre, autrefois on disait que la terre ne ment pas parce que l'agriculteur, le cultivateur que l'on est en train de tuer, hein, le paysan on est en train de le tuer, les derniers qui restent, il y en a très peu, mais les derniers on leur fout la trouille, on les taxe, on les surtaxe et autres, si bien qu'il faut que ça disparaisse au détriment des grands groupes de Bill Gates et d'autres. Ben oui. Enfin, un ultra-collaborationniste, comme le futur chef de la milice des pays habitants du fromage, Joseph Darnan, pardon. Voilà. Oh. Et ainsi, pendant toute l'occupation, un inconditionnel fervent du maréchal, le chef fasciste français. Oh, je croyais que le fascisme, c'était qu'en Italie, mais enfin bon. Jacques Doriot. Ah, c'est Jacques Doriot, le fasciste. Voilà. Mmh, mmh. Ouais. Proclame quant à lui, jusqu'à la fin 1941, qu'il est un homme du maréchal, son rival Marcel Déat. Ah oui, un socialiste, oui. Ouais, Marcel Déat. Regardez bien. Socialiste, oui, je n'invente rien, hein. Puis néo-socialiste. Et enfin, fasciste. Ah, il a été fasciste aussi. Ah bon. Figure de la collaboration sous l'occupation. Ah, ah oui, Déat, oui. Déat était un collabo, oui, c'est vrai. À Paris, a essayé en 1940 de convertir le maréchal Pétain à son projet de parti unique et de régime totalitaire, s'attirant de ce dernier une fin de non-recevoir. Un parti ne peut pas être unique. Déçu, Déa quitte définitivement Vichy et, et agonie désormais le maréchal. Et agonie, qu'est-ce que c'est que ça? Et agonie désormais le maréchal Pétain d'attaque dans son journal L'œuvre. Oui, bon voilà. À tel point que le maréchal en 1944 se débrouille pour ne jamais contresigner sa nomination comme un ministre. D'autres entourent le maréchal Pétain de leur vénération. Bon, ben ça, après, hein, tel Gaston Bonneton, chargé de l'action sociale auprès des travailleurs français. Les habitants du fromage en Allemagne, volontaires et forcés, plutôt beaucoup plus de forcés, hein, en étroite collaboration avec le DAF, Front allemand du travail. Voilà, ou encore se voit confier des fonctions importantes par Vichy. Bon, programme de révolution nationale, choix prioritaire du maréchal Pétain. Bon, on va pas trop s'arrêter là-dessus. On va peut-être s'arrêter par là d'ailleurs, si vous voulez bien. Je vais voir s'il y en a encore beaucoup. Apparemment, oui. Oh là là, on va pas en finir.
Oh, aïe, 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 aïe. Bon, on va continuer encore un peu, chers amis, si vous voulez bien. Collaboration d'État. Alors, voilà, on continue un peu. Programme de la Révolution nationale, je l'ai dit, choix prioritaire du maréchal Pétain. Instaurant un régime contre-révolutionnaire et autoritaire, le régime de Vichy veut réaliser une révolution nationale à forte consonance antisémite. Non, mais on a vu tout à l'heure qu'il avait... Enfin bon, passons. Un collaborateur qui a écrit son discours pour annoncer aux habitants du pays des fromages que voilà, il fallait se résoudre à ne pas se battre. Et ça, c'est un Israélite, un juif qui l'a écrit, hein, je rappelle, pour un antisémite, pas mal, qui rompt avec la tradition républicaine et instaure un ordre nouveau fondé sur l'autorité, la hiérarchie, le corporatisme. Alors maintenant, je vais dire deux mots sur la hiérarchie. Vous allez comprendre. Lors de la libération, nous sommes revenus à un mandat de 7 ans, instauré par la nouvelle constitution ou pseudo-constitution de 1958, instaurée par M. Charles de Gaulle. Bon, vous êtes d'accord, M. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, etc. Ce, ce septennat s'appelait des mandats démocratiques, hein, c'est-à-dire que c'est la démocratie qui l'emporte sur la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? C'est quand on donne un programme de gouvernement, comme l'avait fait de manière artificielle M. Charles de Gaulle et M. Georges Pompidou par la suite. Bon, Giscard d'Estaing, c'est un petit peu moins mis sur la hiérarchie, mais bon, a laissé encore entendre un petit peu ce genre de langage. Alors la hiérarchie, c'est pour pouvoir gouverner selon un programme et non pas selon... Alors un programme pour l'ensemble du territoire et non pas seulement pour des élections. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, quand vous aviez un septennat, qu'est-ce qu'il en est du quinquennat? Vous allez me dire, c'est encore pire. C'est qu'à peine élu, il faut déjà organiser les élections législatives. Donc, vous n'avez pas le temps de mettre votre programme en route. C'est notre projet, comme disait quelqu'un en 2017. Mais il n'empêche que vous ne pouvez pas mettre pendant 5 ans un programme. C'est temps non plus. À peine élu qu'il faut déjà nommer une assemblée, ça prend quelques mois. Il faut faire des campagnes. Après, il faut regarder, faut constituer un gouvernement, ça prend encore quelques semaines. Donc ça veut dire que pendant presque une demi-année, la moitié d'une année, entre les élections législatives, entre les élections, le résultat des élections du deuxième tour présidentiel, les élections législatives, la nomination des nouveaux gouvernements, les tractations pour les postes ministériels et tout ça, ça prend presque la moitié d'une année avant de mettre en place le programme. Ça veut dire que vous avez perdu sur 5 ans la moitié d'une année. Ça fait 4 ans et demi de pouvoir. Mais sur 4 ans et demi, il faut encore amputer la dernière année pour préparer le renouvellement du mandat ou la nouvelle élection. Donc on repart pour un tour la campagne. Ça fait qu'en fait, le gouvernement, comme le président de la République, ne peut diriger le pays que pendant 3 ans. Ça vous paraît pas un peu étrange? Autrefois c'était 4 ans, 5 ans, maintenant c'est 3 ans. Ça veut dire que sur un quinquennat, vous faites une année où à la fois vous êtes élu, enfin le président est élu, dissolution de l'Assemblée nationale, appel aux élections 2 semaines après, enfin bon, il passe une demi-année entre les élections présidentielles, quelques mois en tout cas, et les élections législatives, avec la mise en place d'un gouvernement nominatif, ensuite d'un gouvernement et des députés. Bon, pas le Sénat c'est à part, hein, je vous l'ai dit, etc. Donc le président ne peut pas vraiment présider le pays. Vous comprenez? Donc ça fait que la démocratie est un leurre, c'est un hologramme d'un gouvernement qui ne gouverne pas, en fin de compte, et qui prend ses ordres, surtout maintenant, depuis la nomination de Jacques Delors à l'Europe. Maintenant, depuis lors, c'est la Commission qui instaure avec le tribunal européen, qui instaure les directives qu'ils envoient aux 27 pays membres, dont le pays du fromage. Donc il n'y a plus de politique chez nous. Et donc le peu de politique qu'il y a, elle n'est pas que pour 5 ans, elle est pour tout le temps. Même le nouvel élu par le peuple des habitants du pays du fromage, subit les directives de l'Europe.
de la Commission européenne. On continue. Choix prioritaire du maréchal. Donc on l'a dit, instaurant un régime contre-révolutionnaire, bon on l'a dit, voilà. Une hiérarchie sociale, il ne reposera plus sur l'idée fausse de l'égalité naturelle des hommes, mais sur l'idée nécessaire de l'égalité des chances données à tous les habitants du pays du fromage, de prouver leur aptitude à servir. Alors je vous signale qu'aujourd'hui, on parle d'égalité, beaucoup d'égalité entre hommes et femmes par exemple, mais on parle aussi d'égalité des chances. Il y a un moment qu'on en parlait, il n'y a pas très longtemps, sous un gouvernement socialiste. Je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose. Je crois que c'était sous François Hollande, hein, il me semble, avec Emmanuel Valls. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La révolution nationale est la priorité du maréchal Pétain, dont il fait son affaire personnelle. Bon voilà, on continue. Page de Limé Pavillon, d'Indochine, bon bref. Je ne vais pas trop m'attarder. Le maréchal Philippe Pétain, photographie officielle, couleur tirée sur papier, imprimerie. Bon, ça n'a pas une grosse importance. Réforme, contrôle et exclusion. Oh là là. Bon, je vous laisse lire tout ça, chers amis, si vous voulez. Alors, texte du statut des Juifs, annoté de la main du maréchal Pétain, page 1, archive mémoriale de la Shoah. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'il est dit là? Marque obligatoire, bilingue, allemand et habitant du pays du fromage, à afficher sur la devanture des entreprises juives au pays des fromages d'octobre 1940. Ah bah, l'ennemi impose ses lois. Hein. Bon, elles sont pas bonnes, mais... Alors, les secondes mesures sont notamment dirigées contre les juifs de la loi du 3 octobre 1940, bien que le maréchal semble avoir été imperméable à l'antisémitisme avant la guerre. Il soutint la candidature d'André Mauroy à l'Académie des habitants du pays du fromage, fut représenté à l'enterrement d'Edmond de Rothschild. Voilà. Il est mort quand lui en 1994. Ah non, 1845, 1934. Pardon, je vois très mal. Oh là là. Je vois très mal. Oui, eux par contre c'est bien. Ils sont effectivement philanthropes. Bon, enfin bref. On vous dit pas que c'est des banquiers qui nous font la misère, qui nous empêchent de frapper monnaie. Hein. Ça on vous le dit pas. Bon, passons. Fut témoin du mariage de l'économiste israélite Jacques Rueff. Il n'y a pas de portrait. En 1937 et le parrain de sa fille. Ah, le maréchal Pétain a quand même été le témoin du mariage de l'économiste israélite Jacques Rueff, pardon, et le parrain de sa fille. Voilà, bon ben. Einstein. Ouais. Dès la troisième semaine de juillet 1940, ainsi, des mesures sont prises pour écarter des fonctionnaires juifs et une commission est fondée pour réviser et annuler des milliers de naturalisations accordées depuis 1927. En octobre 1940, sans aucune demande particulière de la part des Allemandes, ouais, ça c'est ce que vous dites, vous, Wikipédia, des lois d'exclusion adoptées à la hâte contre les juifs sont promulguées. Bah, il ne peut pas promulguer des lois puisqu'il n'est pas président, vous dites. Voilà l'article régime de Vichy. Enfin bon. Selon le témoignage du ministère des Affaires étrangères, Paul Baudouin, le maréchal Pétain a personnellement participé à la rédaction du statut des Juifs et insisté pour qu'il soit, par exemple, davantage exclu du milieu médical et de l'enseignement. Bon, le brouillon originel de ce texte, qui est redécouvert en octobre 2010, annoté de la main du maréchal, prouvant ainsi son implication personnelle. Oh, ça alors. Oh, c'est Libération qui le dit. Si on vous le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Confirme bien que le maréchal Pétain a durci la version. Premier effet étendre l'exclusion à la totalité des juifs en France, alors qu'elle ne devait concerner d'abord que les juifs ou descendants de juifs naturalisés après 1860. Oh là 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 là, bon, on va passer tout ça, c'est pas très important. Affiche des chantiers de la jeunesse des habitants du pays du fromage en 1941, bon,
ma foi, je sais pas ce que ça vaut. À Paris, l'armée d'occupation allemande sélectionne les futurs travailleurs du service du travail obligatoire. Voilà, regardez. C'est eux qui font leur loi, c'est tout, hein. Euh, Ils sont les occupants. Véritable enfant chéri de Vichy, les paysans passent cependant longtemps pour des vrais bénéficiaires du régime de Pétain, du maréchal Pétain, lui-même propriétaire terrien en sa résidence de Villeneuve-Loubet. Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, bon, est un vaste domaine agricole qu'il gère lui-même. Le maréchal affirme que la terre, elle ne ment pas et encourage le retour à la terre. Bon. De la Légion à la milice. Arrestation de résistants par la milice. Regardez, la milice. Pas bien ça. Joseph Darnan, secrétaire général de la milice. Ça alors. Alors, collaboration d'État. Bon, alors évidemment, le maréchal Pétain, écoutant la voix de son maître, parodiant un célèbre logo canin, la caricature est signée Arthur Zick, New York, 1941. Ah, ils nous aimaient bien, les États-Unis, hein. Pourtant, les Américains sont bien placés pour avoir reçu Adolf Hitler en 1900, je ne sais plus quelle année, et dont des banques américaines ont financé la. Alors, c'était avant la Wehrmacht, hein, bien sûr. Ah ben, c'était dans les années 20, je crois, 20, 22. Et je ne parle pas dans les camps de concentration, pas tous les camps. Il y avait des entreprises américaines. Je le dis comme ça, hein. Voilà, au passage. Bon, alors il faut arrêter de dire que. D'ailleurs, je ne sais plus quel était le président en 1922 ou 24 quand ils ont reçu Adolf Hitler. Il était chancelier. Non, il n'était pas encore chancelier, je crois. Ils l'ont reçu comme un démocrate. D'ailleurs, c'est le président lui-même, je crois que c'était Roosevelt, hein, je ne me rappelle plus. Il est bien établi. Il est bien établi depuis les travaux d'Eberhard Jackel et surtout de Robert Paxton, ouais, tu parles Paxton, que le maréchal Pétain a activement recherché et poursuivi cette collaboration avec l'Allemagne nazie. Elle ne lui a pas été imposée. Quel mensonge. Moins intéressé par la politique extérieure que par la révolution nationale, sa vraie priorité, le maréchal Pétain laisse Darlan et Laval mettre en œuvre les volets concrets de la collaboration d'État, mais l'une est en réalité le revers de l'autre, selon les constats concordants de l'historiographie contemporaine, oui, évidemment. Le maréchal Pétain et Adolf Hitler à Montoire le 24 octobre 1940. Bah oui. Après avoir fait rencontre de Montoire, après avoir affecté pendant 3 mois de rester neutre dans le conflit en cours entre l'Axe et le Royaume-Uni, le maréchal Pétain engage personnellement et officiellement par son discours radiodiffusé du 30 octobre 1940 le régime de Vichy dans la collaboration, à la suite de l'entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, durant laquelle il rencontra Hitler. Cette poignée de main de Montoire sera par la suite largement diffusée aux actualités cinématographiques et exploitée par la propagande allemande. Certes, l'armistice avait permis en un premier temps de limiter l'occupation allemande à la moitié nord et ouest du territoire, mais l'autonomie de la zone sud est toute relative. Ah ben voilà, bien sûr, parce que les Allemands donnaient leurs directives. Ils ne mettaient pas le nez dans les affaires du sud du pays des fromages, mais ils demandaient quand même des comptes, vous voyez. Et tout est relatif car le maréchal Pétain, avec ou sans discussion préliminaire, plie le plus souvent devant les exigences des autorités allemandes quand son gouvernement ne va pas spontanément au-devant de celle-ci. Oui,
C'est une interprétation des vainqueurs, comme je vous l'ai dit, de 1944 qui dit ça, hein. En 1941, le régime de Pétain est de facto allié avec les forces militaires allemandes lors de la guerre de Syrie contre les Alliés. Bon, ça. Le Reichsmarschall Göring s'entretient à Saint-Florentin-Vérigny, au Pays des Fromages, avec le chef du gouvernement des habitants du Pays des Fromages, le maréchal Pétain, à gauche, l'amiral François Darlan. Ah. Rafle du billet vert par la police, les habitants du Pays des Fromages. Le billet vert, c'est quoi? Sur la base de recensement effectué 6680. Oui, ils ont recensé des juifs, quoi. Rafle du Valdiv. Bon, ça. Après le tournant de novembre 1942, lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942 au Maroc, à Oran et dans le port d'Alger, le maréchal Pétain donne officiellement l'ordre de les combattre en déclarant le Pays des Fromages et son honneur sont en jeu. Nous sommes attaqués, nous nous défendons. C'est l'ordre que je donne, l'existence même de Vichy est alors en cause. Si les forces de Vichy ne résistent pas à l'invasion alliée, les Allemands envahiront inéluctablement le pays des fromages non occupé. Ils envahiront quand même le pays des fromages, hein, je vous rappelle. Le maréchal Pétain et Pierre Laval dans le parc du pavillon de Sévigny à Vichy. Bon. Le FTPF fondant de leur paix un membre des francs-tireurs et partisans expédie Pétain un coup de pied dans le derrière vers l'autre rive du Rhin. Un milicien minuscule s'agrippe à la canne du maréchal. Carte postale éditée par les francs-tireurs et partisans des habitants du Pays des Fromages vers 1944. Oui, bon, enfin bref. Le 6 juin 1944, il est informé du débarquement en Normandie. Il parle déjà Dans les derniers mois de l'occupation, le maréchal Pétain affecte. Bon, on va peut-être en rester là. On va rester. Voilà, on va rester ici. On va rester après le tournant de 1942. Bon, il y aura beaucoup à dire, bien sûr, hein. Voilà. Bon, on va rester là, chers amis. Il y aura encore une suite, hein. Il y aura une suite. Je suis désolé parce que la vidéo a déjà été assez longue. Je m'en excuse. Mais il y a des détails que l'on ne peut pas laisser passer. Et notamment des coups de gueule parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités sur la collaboration. Alors, je ne défends pas du tout la collaboration. Je suis loin de le penser. Je ne la soutiens pas. Ceci dit, on peut ne pas soutenir une collaboration, mais quand un pays est envahi, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, n'est-ce pas? Rappelez-vous, hein, c'est pas très vieux, c'est dans les années 2001, je crois. Rappelez-vous ce qu'ont fait les autorités irakiennes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas collaboré avec les Américains? Alors que les Américains se sont montrés, j'allais dire, les adversaires acharnés du pays, non? Il me semble. Alors je ne parle pas que du régime de Saddam Hussein, bon, qu'il soit contre lui, alors que Saddam Hussein avait été installé par les Américains en tant que dirigeant du pays. Il faut quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Ces gens-là jouent aux pompiers et jouent à l'incendiaire et aux pompiers. Alors il faut arrêter de nous prendre pour des neuneux. La collaboration, elle a été, je ne parle pas française, hein, je parle de l'Irak. La collaboration que le gouvernement irakien, enfin ceux qui étaient restés au pouvoir, ont apporté comme soutien au gouvernement américain de George Bush père, je crois, hein, n'a pas été une collaboration de joie, mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Le vaincu ne peut que se plier aux exigences du vainqueur. Et c'est comme ça dans toutes les guerres.
Bon, chers amis, j'ai poussé encore mon dernier coup de gueule pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie de vidéo concernant le maréchal Philippe Pétain. Bon, tout n'a pas été très joyeux avec un homme qui, on peut l'accuser de beaucoup de choses, peut-être, hein. Mais je vous pose la question, chers amis, encore une fois, durant l'occupation, qu'est-ce que nous aurions fait? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne dis pas que le maréchal était un homme bien ou pas bien. Je ne suis pas là pour juger l'histoire. Qui suis-je? Moi, je ne suis pas un historien. Mais ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que avant de juger, de se prononcer, il faut se poser la question, qu'aurions-nous fait, nous, à cette époque? Qu'aurions-nous fait si nous avions été des Irakiens qui subissions les bombardements, les pilonnages de l'oncle Sam, du pays de l'oncle Sam? Qu'aurions-nous fait si nous avions un poste de pouvoir au gouvernement irakien? Qu'aurions-nous fait? Je pose la question. Et il en est de même pour comment dire, l'occupation de Vichy. Qu'est-ce que nous aurions fait à cette époque, à leur place? Qu'est-ce que nous aurions fait? Est-ce qu'on se serait battu? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que dans tous les cas de figure, l'ennemi, malheureusement, a raison. Il a raison au moment où il occupe un territoire. Après, une fois on le libère, bon, c'est autre chose. La population reprend ses droits, reprend sa liberté, du moins en apparence, et non pas sa démocratie. Sa démocratie, c'est un leurre de liberté. Ce n'est pas une vraie liberté. Je vais vous l'expliquer comment gérer un gouvernement pendant 5 ans entre l'élection qui précède le quinquennat, les élections et celles qui précéderont la fin du quinquennat. Vous voyez? Bref, vous avez compris, la démocratie, c'est un semblant de gouvernement sans gouverner. Voilà, ça veut dire que aucun projet, c'est pour ça qu'ils font plus de projet. D'ailleurs, Emmanuel Macron, au moins il est honnête. Lui, de ce côté-là, il est honnête. Il n'a pas fait de projet de campagne. Non, il n'a pas fait de projet parce il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas le tenir. 5 ans, c'est trop court. Déjà, 7 ans, c'est court. Hein, 7 ans, c'est court, mais tous les prédécesseurs jusqu'à François Mitterrand, ils ont tous fait des promesses. Ont-elles été tenues? Non. Non. Parce qu'il y a il y a la politique extérieure, il y a des priorités nationales, du moins à part de l'entreprise du pays du fromage. Voilà, vous comprenez? Bon, les promesses, comme disait Charles Pasqua, les promesses ne sont appliquées que pour ceux qui les entendent. Les autres l'ont pas entendu, donc il n'y a pas de promesses. Voilà, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Chers amis, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, un beau week-end, parce que là, pour vous, c'est fin de semaine, pour moi, c'est déjà samedi. Nous nous disons à très bientôt. Et soyez toujours proche de votre famille, bien sûr, hein, je ne dirais pas travail, famille, patrie, non, mais soyez près de vos amis, soyez près de votre famille, soyez plein d'empathie les uns envers les autres, et on se dit à très bientôt. Au revoir.